Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir à cette rencontre des Jeudis de Lima, consacrée à l'une des figures singulières de la sociologie en général, pas uniquement la sociologie française, mais sa complicité, à savoir Abdelmalek Sayad évidemment, sa complicité avec, pour Pierre Bourdieu, éclaire le travail de ce dernier et puis ouvre de multiples horizons aux chercheurs qui sont venus après. Donc, c'est un parcours multiple, original, qui est ancré dans le pays, dans son pays d'origine, l'Algérie, et puis également en France, puisqu'il a ouvert des perspectives dans le domaine de la recherche sur l'immigration et l'immigration algérienne et l'immigration en général. Évidemment, pas mal d'événements ont été consacrés à Pierre Bourdieu et à Abdelmalek Sayad séparément, parfois aux deux ensemble, à leur parcours commun. Aujourd'hui, l'actualité, elle sert beaucoup plus, disons, Bourdieu à la lumière de l'apparition de son dernier livre sur Manet. Toute la presse en a parlé, mais en filigrane, on trouve quand même, il l'a dit, il l'a énoncé, on trouve cette trace indélébile de Abdelmalek Sayad sur son travail. Donc, ce soir, on va faire un peu pas la synthèse, mais on va aller un peu plus loin avec nos invités qui, à la faveur de la parution d'un livre qui nous a donné prétexte justement d'organiser cette rencontre, vont pouvoir éclairer l'homme et l'œuvre de Abdelmalek Sayad. Je remercie nos invités, Hassan Arfaoui qui vient de Tunisie, un ancien de l'Institut du monde arabe, puisqu'il a animé la revue Mars, qui était un espace très important d'échange et de débat, et il est l'un des tout premiers à avoir interviewé Abdelmalek Sayad au cours d'un long entretien qui a servi justement de matrice à beaucoup de travaux. Tassadit Yassine, que vous connaissez. Je remercie également Jean-Claude Perrier, qui est journaliste et écrivain au magazine Livre Hebdo, qui a bien voulu modérer cette soirée. Yves Jamet, qui travaille sur le site de la Villette, et Christian de Montlibert, qui est professeur émérite de sociologie à l'université de Strasbourg et président de l'association des amis d'Abdelmalek Sayad. Donc ça, c'est cette rencontre ce soir. Elle annonce d'autres rencontres, notamment celle qui est programmée au Centre culturel algérien. Voilà, et je pense qu'il y en aura d'autres. Voilà, je ne dirai pas plus. Je passe le micro à Jean-Claude Perrier et je vous remercie pour votre présence. Et pour la semaine prochaine, on a rendez-vous évidemment avec un événement, c'est la marche appelée communément la marche des beurs. Ce sera l'occasion aussi de débattre avec des acteurs de cette marche, de l'importance de cet événement dans l'histoire de la France et dans l'histoire
des Maghrébins de France. Voilà, merci pour votre présence et je passe donc le micro à Jean-Claude Perrier. Merci. Bonsoir mesdames, messieurs, merci d'être si nombreux ce soir à l'Institut du Monde Arabe pour cette soirée autour de Abdelmalek Sayad. Nos invités, je vais simplement refaire un petit très rapide présentation. Pardon. Donc Hassan Arfaoui, comme on vous l'a dit, est un ancien de l'Institut du Monde Arabe, mais il est aujourd'hui directeur de la rédaction du magazine Réalité, qui est un hebdomadaire tunisien, un hebdomadaire d'actualité donc, et effectivement, il est l'un des rares à avoir réalisé un grand entretien avec Abdelmalek Sayad, qui était apparemment quelqu'un de discret et qui se mettait peu en avant et qui mettait peu en avant sa propre personne et sa personnalité. Donc, dans un instant, je demanderai à Hassan Arfaoui de bien vouloir se reporter un peu en arrière lors de cet entretien pour nous raconter d'abord comment ça s'est passé, comment il a perçu ce personnage. Et puis, il nous disait tout à l'heure dans les coulisses qu'il y avait des choses que lui avait dites, que lui avait confiées Abdelmalek Sayad, qui ne sont pas dans son entretien. Donc peut-être on aura comme ça des compléments. Tassadit Yassine, donc directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste d'anthropologie sociale, c'est ça. Elle est spécialiste des sociétés berbères et elle a beaucoup travaillé sur Bourdieu et l'Algérie en particulier. Donc, elle a connu, elle aussi, Abdelmalek Sayad, et je lui demanderai tout à l'heure de nous brosser, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas des spécialistes ni de Sayad ni de Bourdieu, une espèce de balayage bio-bibliographique de Sayad, depuis ses origines en Algérie jusqu'à son parcours très atypique, donc, dans la sociologie française. Yves Jamet, ensuite, qui est donc coordinateur de formation et médiateur culturel, reviendra sur un épisode fondamental. On est là, bien sûr, nous, pour parler de Sayad, mais il y a un moment dans la vie et dans le parcours de Sayad qui est fondamental, c'est sa rencontre avec Bourdieu. Donc, Yves Jamet nous racontera cette rencontre, les travaux que Bourdieu et Sayad ont effectués ensemble en Algérie, les missions, et cette espèce de, je sais pas, d'interaction, si on peut utiliser ce mot, des deux penseurs, l'un sur l'autre, et voilà. Et enfin, donc, Christian de Montlibert, dont on vous a dit qu'il était professeur émérite de sociologie à l'université de Strasbourg. Je lui demanderai donc de revenir plutôt, lui, sur l'œuvre et la pensée de Sayad, et en particulier sur son apport à la sociologie, puisque, vous l'aurez compris, c'était à la fois un praticien atypique de la sociologie, un homme au parcours aussi assez particulier, et aussi par sa fréquentation de Bourdieu, quelqu'un assez marginal, avec tous les guillemets que vous voulez, dans le paysage intellectuel français. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, pour le dérouler, sachant que, bien entendu, chacun de nos invités pourra intervenir et compléter ce que dira l'un ou l'autre, et qu'à la fin, bien sûr, vous, public, vous aurez la possibilité de poser des questions à tel ou tel de nos invités. Voilà un petit peu le schéma directeur de cette affaire. Alors Hassan, si vous voulez bien revenir sur ces circonstances de cette interview un peu exceptionnelle, il faut bien le dire, que vous avez réalisée de Abdelmalek Sayad. D'abord, c'était quand ? C'est en 96. D'accord. Donc en 96, 2 ans avant la mort de Sayad. Hein. Et oui, 2 ans avant la mort de Sayad. Il faut dire que j'ai eu l'opportunité, j'ai la chance d'avoir rencontré Sayad auparavant. D'abord, au départ, parce qu'on faisait partie du même comité de rédaction de la revue Migration et Société, qui est publié par le CIMI, le Centre d'information et d'études des migrations internationales. Et donc, c'est là où j'ai, appris un peu la fréquentation de Sayad. Je dirais que
au départ, je ne comprenais pas exactement comment le situer, parce qu'à chaque fois qu'on avait un comité de rédaction sur un thème, il partait sur tout à fait autre chose. Donc ça posait problème, et je me souviens qu'Antonio Perotti me prévenait et me disait qu'il faut essayer de patienter, de voir un peu où il allait en venir. Et petit à petit, je m'étais rapproché de lui. Je me suis, il faut dire sincèrement, je ne connaissais pas les travaux de Sayad auparavant. Et c'est-à-dire la singularité de cet homme m'a poussé un peu à être curieux de son œuvre. Bon, il était très discret. Il faut dire aussi, il n'avait pas beaucoup d'écrits disponibles. Vous l'avez connu en quelle année, avant l'interview, à peu près? C'était dans la fin des années 80, c'est-à-dire 89-90, voilà. D'accord. Alors effectivement, on lit dans l'introduction que Tassadit a faite de ce livre que c'était un personnage très discret, qui détestait se mettre en avant, parler de lui, etc. Ce qui rend assez exceptionnel votre interview. Oui, voilà. Donc j'ai appris à le fréquenter, à dialoguer, à discuter avec lui. Et franchement, lorsque je m'étais j'avais découvert un petit peu ses analyses de l'immigration, ça m'avait totalement subjugué. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de voir que l'immigration, comme il aimait à le dire d'ailleurs, à la manière de Moss, c'était un sujet total. C'est-à-dire ça partait, comme il en parlait d'ailleurs dans les comités de rédaction de Migration Société, ça partait des entretiens individuels qu'il faisait dans les quartiers, etc. Et ça pouvait aboutir à des constructions théoriques extrêmement complexes sur l'État, sur le rapport à l'histoire, sur des questions épistémologiques extrêmement complexes. Alors, comment êtes-vous arrivé à le décider, si j'ose dire, à faire cette interview? Comment ça s'est fait? Parce qu'on a un personnage qui apparemment n'est pas simple, qui est discret, qui répond en plus à côté des questions qu'on lui pose ou qui parle d'autre chose que le sujet qu'il est censé traiter. C'est le bonheur pour un journaliste. Mais comment vous êtes arrivé donc à négocier, j'ose dire, cette interview ou à le convaincre? Il faut dire que après cette expérience dans le cadre de Migration Société, on a, si je puis dire, monté un projet ensemble. C'est le projet du premier diplôme sur les questions migratoires. C'était un diplôme qui s'appelait Migration, Échange et Développement Méditerranéen, qui était lancé par le CIMI. Le CIMI, le Centre d'information et d'études des migrations internationales, avec Antonio Perotti, l'Université Paris 7 avec Claude Liozu et l'Institut du monde arabe. Le défi, parce que, moi, lorsque j'avais découvert un petit peu la générosité, disons, intellectuelle de ce thème de la migration, je lui disais, un jour, je lui ai dit, mais alors vous dites que une question sociale ne peut devenir objet des sciences sociales qu'à partir du moment où elle devient un problème social. L'immigration étant un problème social, allons-y, faisons quelque chose. Il me disait oui, d'accord, mais c'est pas évident. Il était toujours réticent. Il faut dire qu'il est toujours dans le doute. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui vous pousse à faire les choses. Et ce diplôme, c'est franchement, sans son apport intellectuel, il n'était pas faisable. Parce que moi, personnellement, j'étais animé par l'idée qu'il fallait donner une dignité sociale, intellectuelle, disons, à la question de l'immigration, parce que lui, il disait, l'immigration, c'est un thème qui ne peut pas prétendre à une dignité scientifique parce qu'il concerne des immigrés. Et comme les immigrés sont marginaux socialement, on ne peut pas avoir de science sociale de l'immigration. Elle ne peut être qu'en marge etc. Donc il me disait, oui, peut-être, comme votre entreprise est marginale, il y a l'Institut du monde arabe qui n'est pas une université, le CIMI qui est une association, et Paris 7 qui n'est pas Sciences Po,
peut-être que ça... Voilà, donc... Entre marginaux, on s'entend. Et donc, voilà, donc c'est... Alors, on reviendra tout à l'heure, bien sûr, sur la pensée et les idées, mais j'aimerais pour nos amis et votre serviteur qui ne sont pas familiers de l'homme Sayad et de sa personnalité, j'aimerais qu'on se focalise, si vous voulez bien, sur cette rencontre, sur cette interview qui est quand même assez exceptionnelle. Oui, c'est vrai que cette interview, moi-même, c'est une confession. Oui, c'est une confession. Voilà. Il faut dire que les conditions dans lesquelles c'est passé sont aussi exceptionnelles. Alors, narrez-les-nous, je vous prie. Voilà. Les conditions. Donc on s'est rapproché petit à petit, donc au fur et à mesure qu'on se connaissait, à partir de Migration Société, à partir de ce diplôme. Et petit à petit, donc, on a abordé la question de l'entretien. C'est vrai qu'au départ, il était réticent. Mais, disons, la démarche de la revue Mars l'intéressait. Pourquoi elle l'intéressait? Parce que, pour ceux qui ont connu cette revue, elle essayait d'entrecroiser, de conjuguer, disons, l'œuvre intellectuelle et l'itinéraire personnel. Et ceux qui ont connu Abdelmalek Sayad savent à quel point ces deux dimensions, la vie et l'œuvre, sont intimement, si je puis dire, intimement liés. Bien sûr. C'est-à-dire le fait que Mars proposait cette démarche-là, le fait qu'elle privilégiait la parole, elle était très très sensible à ça, parce que Mars s'inscrivait un petit peu en marge des revues disons, de sciences sociales. Ce n'était pas une revue de sciences sociales, c'était une revue sur la science sociale. C'est-à-dire qui essayait de donner la parole, disons, à des savants, mais pour leur faire parler, disons, de la part de doutes qu'ils ont, de la part de... Et pas forcément... c'est-à-dire, ce n'était pas une revue qui se proposait de recueillir des discours d'invective comme ça à l'échelle de l'histoire. C'est-à-dire, c'était une revue qui voulait privilégier le doute, et c'est pour ça que, disons, dans sa ça lui convenait bien, quoi, dans son attitude de pensée. Voilà. Elle a duré jusqu'à quand, cette revue? Elle a duré jusqu'à quand? Oui, jusqu'au 2000. Elle était publiée par l'Institut du monde arabe. Donc Sayad était sensible à cette dimension-là. Et il m'a dit oui, pourquoi pas. Il est vrai qu'il y a, avant lui, il y avait Albert Horan, il y avait des gens disons, de grands savants, sur le monde arabe, anglo-saxon, arabe, etc. Et il y avait une réflexion sur l'histoire, il y avait... cette dimension l'intéressait beaucoup. Et moi, je considère que, disons, la question migratoire, dans cet entretien, est totalement marginale. Alors, Tassadit parlait tout à l'heure de confession. Donc, on a compris que vous l'avez mis en confiance, qu'il était content du contenu de la revue, etc. Vous l'avez amené, donc, à accepter l'entretien. Et pourquoi peut-on parler d'une confession? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Comment il s'est comporté? Qu'est-ce que ça avait d'exceptionnel, justement? D'abord, cet entretien s'est déroulé sur 4 jours. D'accord. Vous aviez beaucoup de place dans la revue? Pardon? Ça occupait beaucoup de place dans la revue? Oui. Ça a occupé énormément de place dans la revue. D'ailleurs, je m'étais fait descendre à l'Institut du monde arabe parce que j'avais publié pratiquement l'équivalent d'une 60aine de pages. Ah oui, c'était l'entretien fleuve. Mais pour moi, c'était essentiel. Je disais à l'Institut que l'Institut, il est dans l'animation et qu'il fallait faire dans la capitalisation. Et je pense que, franchement, j'ai eu raison, ne serait-ce que sur cet entretien-là, parce qu'il a été repris, parce que c'est un document essentiel, non seulement sur la relation entre Bourdieu et Abdelmalek Sayad. Je crois que c'est l'un des rares documents où Sayad s'exprime de manière explicite, très longue, sur sa relation à Bourdieu, mais c'est un document sur l'histoire du Maghreb. C'est pour la première fois que Abdelmalek Sayad parle en détail de ses relations avec les différents courants nationalistes qui animaient le mouvement national algérien. C'est aussi une critique radicale
de la manière dont le monde arabe percevait ou vivait sa relation au monde, vivait sa relation à sa propre identité. C'est une critique radicale. Moi, j'ai découvert un intellectuel radical, critique, et c'était vraiment, et c'est toujours d'actualité, c'est-à-dire on a besoin de cette critique radicale des sociétés du monde arabe, et on a très très peu de Sayyad, malheureusement, qui sont dans cette critique radicale. En même temps, l'air de rien, c'est-à-dire sans... Mais en fait, il détruit... Mais tout votre imaginaire, c'est-à-dire toutes vos représentations. Moi, je me souviens, et ça, c'est une dimension, un aspect de l'entretien qui n'a pas été publié. Attendez, avant ça, j'aimerais savoir, est-ce qu'il l'a relu le texte pour l'entretien ou est-ce qu'il vous a laissé faire complètement? Est-ce qu'il l'a relu, retravaillé? Donc, est-ce qu'on peut considérer que c'est presque une œuvre de Sayyad ou pas? Il l'a relu. Il l'a relu, donc il a fait éventuellement des corrections. Parce que, bon, c'est vrai que moi, j'avais choisi, c'est vrai, l'oralité, j'avais choisi l'entretien, parce que je trouve que c'est, comme je vous l'avais dit, l'entretien donne toujours quelque chose de surprenant sur les gens. C'est-à-dire, moi, je me souviens c'est une toute petite parenthèse que je vais fermer aussitôt, j'avais fait un numéro sur les annales, par exemple. Les annales, par exemple, lorsqu'on écoute ces représentants, ils sont tous d'accord. Mais à travers l'entretien, par exemple, on a découvert qu'il y avait des divergences énormes. Donc, lui, par exemple, Sayyad, donc, je voulais revenir à cet aspect qui n'a pas été publié, et moi je le regrette d'ailleurs. Un jour, pendant ces 4 jours que j'ai passé, où j'ai pu bénéficier de cette hospitalité absolument incroyable, de cette présence chaleureuse de Rebecca, de lui. Donc un jour, il me dit, on n'était pas en train d'enregistrer, et je voudrais ajouter un détail, j'étais accompagné par ma compagne d'alors, Sandrine Berthaud, on était donc 2 couples, et il disait, à table, il disait, pourquoi on parle du Maghreb? Pourquoi on appelle le Maghreb Maghreb? Alors je lui dis, dis-moi, pourquoi on l'appelle le Maghreb? Et il me dit, oui, le Maghreb, c'est-à-dire étymologiquement, c'est l'endroit où le soleil se couche. Et il me dit alors, puisque le soleil se couche au Maghreb, ça veut dire la vérité aussi se couche au Maghreb. Il faut absolument qu'on soit toujours... qu'on connaît l'œil braqué sur le Mashrek, de là où la vérité s'est levée. Et donc, il me dit, ce rapport, il ne peut être que malsain, on ne peut pas être à l'aise dans ce rapport-là, en tant que maghrébin. Il faut chercher une autre appellation. Oui, déjà, ça devait déplaire. Ça devait déplaire souverainement à beaucoup de monde, ça. Rien que ce trait-là. C'est-à-dire que ces choses-là, on ne peut pas les... Disons, c'est très provocateur, mais... et Sayyad était provocateur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était dans la provocation, mais toujours l'air de rien. C'est-à-dire... il peut vous détruire toute votre manière de raisonner, mais l'air de rien, il le disait comme ça en passant. Et ça, c'était... je me souviens, on avait continué un petit peu sur ce thème-là. Et alors, il disait, oui, le soleil... la vérité s'est levée. C'est-à-dire que l'islam nous est arrivé du Mashrek. Et voilà, nous... au Maghreb, il faut qu'on soit toujours en mode de réception de ce qui vient du Mashrek. Et on ne peut jamais rien émettre, alors qu'on a émis des choses, etc. Et puis il disait, oui, nous sommes, au Maghreb, par exemple, nous sommes en présence de sociétés segmentaires. Il y a une pluralité linguistique, il y a une pluralité... culturelle, on est dans l'hétérodoxie. Et ça, disons, accentue
l'affrontement, disons, avec le Mashrek est dans l'orthodoxie. Donc, comment concilier entre un monde orthodoxe et un monde hétérodoxe? On va revenir à tout ça dans un instant. En tout cas, vous nous avez donné envie, donc, par ses souvenirs personnels, et je veux dire, il prend cher ce Sayyad grâce aux souvenirs. On reviendra tout à l'heure sur sa pensée. Moi, j'ai envie, vous sûrement aussi, mesdames, messieurs, j'ai envie d'en savoir plus sur ce bonhomme, parce que on me raconte un entretien exceptionnel, etc. On me dit qu'il détruisait la pensée sans avoir l'air d'y toucher. Tout ça, ça m'intéresse. Donc, j'aimerais que Tassadit Yassine nous brosse comme ça. C'est un exercice difficile, je le sais, mais un peu un aperçu, un survol, appelons ça comme vous voulez, de l'homme, de son parcours et de ses travaux, je dirais. Alors, qui était Abdelmalek Sayad? Rapidement, j'aurais simplement quelque chose à ajouter par rapport à l'entretien. Vous m'en avez parlé juste après. En fait, excusez-moi de parler comme ça, ce vomi venait dans une situation où l'Algérie était en affrontement. Donc lui, l'intellectuel algérien qui vit ici, a été amené à s'interroger sur ce qu'était l'Algérie pour lui-même. Et d'ailleurs, c'est la première fois où il a décrit ce qu'il vous a dit, c'est-à-dire vraiment son rapport à l'Algérie. Et moi, il a fini par dire, finalement, l'Algérie, c'est ma mère. Et quand ma mère sera au trou, c'en est fini de l'Algérie. Voilà, c'est des choses très fortes. Et donc, là, pourquoi je dis ça? En fait, cette question à l'Algérie, mais aussi à la France, ce sont donc des questions qui viennent de très loin, de sa vie en Algérie, de sa formation, de la guerre d'Algérie. Donc, ce sont ces choses-là. Et puis, je voudrais dire aussi que Sayad, quand il commence à parler, il est capable de commencer à parler à 8h du soir et il finit à 4h du matin. Et il a fallu qu'on le fasse taire parce qu'il pouvait continuer. Ça explique les 60 pages de l'entretien. Mais tout à fait. Donc, on ne va pas faire comme Sayad, on va essayer, nous, de prendre les choses dans l'ordre et de ne pas vous faire coucher à 4h du matin. De rentrer dans la rationalité. Avant de quitter l'Algérie, si vous voulez bien, il est né en 1933. Petit déroulé. Voilà. Donc, Sayad est né en 1933 dans un petit village de Kabylie, de ce qu'on a appelé jadis la petite Kabylie. Ce sont donc des divisions, je veux dire, administratives françaises. Et donc il va naître dans une famille, on va dire, plutôt modeste, mais je veux dire modeste, mais tout de même par rapport aux villageois, il est quand même d'une catégorie un peu plus élevée. Pourquoi? Parce que son grand-père, pas son père, mais son grand-père donc a été caïd. Et là aussi, il faut comprendre, ce corps de caïd a été introduit en Kabylie, je dis bien, par la colonisation française. Avant la colonisation française, il n'y avait pas de caïd, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de gestion de la cité, parce qu'on peut appeler la Jama'a, donc une espèce de collectivité, ou de collégialité, si vous voulez. Et donc Sayad va naître là-dedans, et c'est l'unique garçon. Donc on peut imaginer qu'est-ce que c'est qu'un garçon parmi plusieurs filles. Et les garçons sont choyés, ils ont un statut supérieur dès la naissance, etc., etc. Et alors, donc, si vous voulez, cette naissance dans cette famille, la colonisation, donc on est en 1933, on est juste 3 ans après le centenaire de la colonisation, et bien évidemment, les garçons, au lieu d'aller à l'école coranique, lui, il va fréquenter l'école française. Donc là, si vous voulez, ce sont donc des écoles dans les villages. Et alors, évidemment, les petits garçons qui ont la chance d'aller à l'école sont en rupture avec le reste de la population. Même s'ils sont proches socialement et par la langue, comme va l'être Sayad, mais il y a quand même quelque chose qui s'introduit de petit à petit et qui va donc plus ou moins les séparer. Alors, autre détail très très important, mais le fait d'aller à l'école primaire ne donne absolument pas, l'école, si vous voulez, existe quand on a la chance d'avoir une école dans les campagnes, mais ce n'est pas un programme. Et là, c'est très intéressant parce que je me souviens, toute cette génération, et même ma génération, quand on fréquentait l'école, on n'était pas sûr
de retourner à l'école l'année d'après. Et là, il le raconte très très bien. C'est pas un programme, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à la fin du CM2, mais puis après, je veux dire que c'est une espèce de sursis, d'ailleurs il le dit très bien. Pourquoi ? Parce que pour passer l'examen d'entrée en 6e, il faut aller jusqu'à Béjaïa, il y a les problèmes de transport, et après on ne sait pas, si vous voulez, d'une année sur l'autre, s'il va vraiment pouvoir faire des études. Mais il n'est pas sûr de faire des études, mais il ne peut pas non plus retourner au monde paysan. Donc c'est ça qui va caractériser toute cette génération. Donc l'école primaire donc dans son village, les études secondaires à Béjaïa, et la grande découverte, c'est lorsqu'il va arriver à Alger. À Alger, où donc c'est la grande ville. À quel âge il arrive à Alger ? Je ne sais plus, à 18 ans. D'accord. 19 ans, bon, enfin, je me souviens plus des détails. Bon, adolescent. Bien. Et voilà. Et donc à Alger, à quoi il va se préparer, encore une fois, comme toute cette génération-là, à devenir instituteur. Donc il va à l'école, ce qu'on appelle Bouzaléa, il va se former, il va donc recevoir cette formation d'institut. Et c'est à l'école, à la Bouzaléa, donc, on va lui demander de faire il veut préparer une année en psychologie. Et c'est comme ça qu'il va fréquenter l'université. Et incroyable mais vrai, c'est à ce moment-là que va se dessiner sa trajectoire, on va dire, future. Et donc, en faisant donc de la psycho, c'est comme ça qu'il va fréquenter l'université. Et à ce moment-là, Pierre Bourdieu, qui était déjà appelé, donc il va d'abord faire une période dans le Chélif, ensuite au gouvernement général, il va être muté au gouvernement général parce que le Chélif c'était trop dur pour lui, et donc et c'est aussi pour ne pas avoir à faire la guerre. Donc c'est là qu'il va avoir des étudiants. Et parmi eux, Abdelmalek Sayad, donc il va leur enseigner, il va les préparer à un certificat de sociologie morale, je crois. Je ne me souviens plus comment s'appelait exactement la formation. Et dans ce certificat, bien entendu, Bourdieu, qui avait déjà été au gouvernement général, qui avait déjà commencé à lire sur l'Algérie, il avait déjà connu André Louchy, il avait connu toutes les personnalités qui s'intéressaient à l'Algérie, et avait déjà écrit Sociologie de l'Algérie, qui va être publié en 58. Donc il savait déjà ce qu'il allait faire plus tard. Et donc en rencontrant des étudiants, qu'est-ce qui va se passer ? Il va effectivement, il va remarquer parmi eux ceux qui étaient sensibles à son discours, et parmi eux Abdelmalek Sayad. Il y en avait d'autres, bien sûr. Il y avait Agardo, il y avait Eni, et ce sont donc ces jeunes-là qu'il va recruter plus tard. Yves Jamais en parlera dans le détail. Ce sont donc ceux-là qui vont faire partie de son équipe lorsqu'il s'agira de mener des enquêtes sur le logement et sur les paysans, on va dire, sur la paysannerie, qui va donner donc lieu au déracinement. Et Sayad va surtout être, son étudiant privilégié, en tous les cas, lorsqu'il s'agira de mener des enquêtes dans les camps de regroupement. Ces camps de regroupement, donc, ce sont les populations déplacées des villages au moment où la guerre faisait rage. On va juger donc que c'était les populations qui servaient de logistique au FLN, à l'ALN plus exactement. Donc on va les déplacer dans des grands camps. Et dans ces camps-là, évidemment, il s'agissait pour eux de voir quelles étaient les transformations qui vont être induites, quel était le mode de vie, c'est-à-dire tout en enquêtant sur des objets en apparence c'est banal, mais d'un autre côté, c'était en fait une analyse en profondeur donc de la société algérienne, de ses modes de vie, de tout ce qui va se produire à cette époque-là, et dont on va retrouver des retentissements beaucoup plus tard, parce qu'il faut lire en fait les conclusions du déracinement pour comprendre un peu les chamboulements qu'a connu la société algérienne. Donc Abdelmalek Sayad, c'était ça, c'était donc quelqu'un qui va essayer, et là j'ai bien aimé, vous avez parlé tous les deux de marginal, c'est en fait quelqu'un effectivement qui a été marginal, qui va travailler aux marges de la société, mais travailler aux marges de la société ne veut pas dire toucher à des points centraux, essentiels de l'Algérie de l'époque. Et c'est cette formation-là sur le tas,
cette manière d'observer justement, comme je vous le dis, ce changement, comme ils le disaient eux-mêmes, ce changement vertigineux, oui, disons, un changement drastique de cette société, en fait, c'est ça qui va constituer une espèce de fondement à la sociologie, je dirais, de Bourdieu, mais aussi de Sayad, et qu'il va transposer ici. C'est-à-dire que là, ce que... On va trop vite là. Moi, j'aimerais qu'on revienne à l'étudiant Sayad. Déjà, il y a une question qui me taraude. On fait un peu d'Uchronie. Et s'il n'avait pas rencontré Bourdieu, est-ce qu'on a une idée de ce qu'il serait devenu ? Est-ce qu'il serait resté instituteur à Alger, ou prof des écoles, ou je ne sais trop quoi ? Est-ce qu'on peut dire changement, chance extraordinaire? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il avait, lui, de particulier? Qu'est-ce qu'il serait devenu? Pourquoi pas rester instituteur, puis professeur, mais pourquoi pas? Je veux dire, c'était honorable. Mais peut-être aussi qu'il aurait fait, à partir de son poste d'instituteur, quelque chose avec ses élèves. C'est-à-dire qu'il y a aussi des enseignants qui ont été extraordinaires, comme l'a été Bourdieu d'ailleurs. Il ne faut pas non plus voir le Bourdieu qu'on connaît maintenant avec le Bourdieu d'alors. Bourdieu, c'était avec ses étudiants, en leur enseignant ce qu'était la sociologie et en leur enseignant comment est-ce qu'il fallait regarder une société, c'est-à-dire se servir de la société algérienne comme laboratoire pour comprendre la sociologie. Ça a été révolutionnaire. Des faits, des dates, s'il vous plaît, sur ce parcours chronologique. Alors, si vous permettez, un seul oui, non, j'aimerais bien, s'il vous plaît, parce qu'il y a encore 2 intervenants, j'aimerais bien que tout le monde puisse remplir sa partie, et après, on fera des allers-retours. Tassadit, on est dans la fin des années 50, la rencontre avec Bourdieu, on a bien compris, etc. J'aimerais qu'on avance un peu, parce qu'il y a, moi, quand même, une grande énigme dans cette histoire, c'est 63. Oui. 63, donc, Sayad quitte l'Algérie, oui. L'Algérie indépendante, donc ça, c'est quand même une énigme. Tout à l'heure, dans les coulisses, je vous posais la même question, vous m'avez dit, oui, énigme mystère, on peut peut-être en parler, ça, c'est un point, c'est un nœud gordien, je dirais, de son parcours. Fin 57, début 58, donc il rencontre Bourdieu. D'accord. À la fac, ça n'a duré qu'un tout petit bout de temps, puisqu'après, ils vont mener leurs enquêtes aussi bien... On a compris. Voilà, ça vous avez compris. Ensuite, donc, Bourdieu, ils vont travailler jusqu'en 1961. Là, Yves Jamais va le dire, Bourdieu rentre en France. Laissez-le dire, parlez-nous de Sayad. Alors, mais je suis obligé de tout vous dire, sinon vous ne comprendrez pas. Parlez-nous de Sayad. Donc, Sayad, bien l'indépendance de l'Algérie, il est déjà venu en France pour se soigner. Hein. Il a une santé très fragile, il faut le savoir. Donc, il est venu, il avait contracté la tuberculose, donc il est venu en France pour se soigner. Il retourne en Algérie. Donc, normalement, en 62, avec la formation qu'il avait, il aurait pu occuper, presque un poste de ministre. Oui. Voilà. Et donc, il raconte une anecdote, ça je vais vous le dire, et je crois que vous l'avez recueilli. Quelqu'un, je ne sais plus qui, lui dit, mais écoute, pourquoi tu ne serais pas prof? C'est-à-dire, il voyait, j'étais dans une salle, il dit, mais pourquoi toi, tu ne serais pas de l'autre côté? Je lui dis, non, si j'ai une position à occuper, j'aimerais occuper la position de ce côté-ci de la table. Vous voyez, vous comprenez? Donc, il voulait, lui, continuer à apprendre, parce que, évidemment, comme je vous dis, leur formation a été très rapide, très importante, mais Sayad jugeait que c'était insuffisant. Donc, il voulait continuer. Bon. Mais ceci dit, donc, arrive l'indépendance, et l'indépendance de l'Algérie, ça a été une fête extraordinaire, et Sayad le dit très bien, c'est vrai, il n'a pas besoin de le dire, ça a été une fête extraordinaire, mais en même temps, pour l'élite, pour les gens qui comprenaient, il y avait évidemment l'amorce de ce qui allait se passer par la suite. Sayad avait bien vu que la prise du pouvoir en 62, c'était pas du tout ce que les gens, en tous les cas, les gens qui vivaient à l'intérieur du pays attendaient. Donc, il voyait très bien comment le rapport de force était instauré et, évidemment, comment ce pays a été pris en main par des gens, en fait, qui n'avaient rien à voir avec la révolution algérienne. Vous voyez ce que je veux dire? Et lui disait ceci dit, il disait les choses comme ça, excusez-moi, mais il faut absolument pas interpréter négativement ce que je veux dire. Il disait qu'il se sentait complètement perdu, qu'à la limite, bien sûr, comme je vous le disais, il était contre la guerre, contre la colonisation, pour l'indépendance, mais il dit, mais à la limite, avec la colonisation, qu'on le veuille ou non, il y avait un ordre. Et c'était clair. C'est-à-dire qu'il y avait un ordre et on pouvait lutter contre cet ordre. Mais avec l'indépendance,
Il ne voyait rien, c'était du flou, donc il ne savait pas quoi faire. Et je suppose qu'il avait déjà son allergie au gluten, donc il était déjà malade, des problèmes familiaux, donc il n'est pas rentré dans les détails, son père, donc qui était souffrant, et enfin, qu'est-ce qu'il dit? Il me restait plus qu'une chose, c'était de sauver ma tête. Donc sauver ma tête en arabe, ça veut dire fuir, en berbère aussi, mais j'ai compris, moi, sauver ma tête, je suis faible, je ne peux rien faire, il n'y avait qu'une seule chose qui tient en moi, c'est mon cerveau, je sauve ma tête, et il a travaillé toute sa vie qu'avec sa tête, pas avec son corps. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et bon, voilà, donc en 63, il ne pouvait pas se compromettre dans une situation qui n'était pas claire. D'accord. Vas-y. Je préférerais quand même, dans un instant, pardon, mais qu'on en finisse avec ce parcours biographique, parce que je pense toujours à éclairer nos amis et qui ne sont pas forcément familiarisés avec tout ça. On enrichira autant que vous voulez après. Donc, 63, il arrive en France. Et c'est Bourdieu qui l'accueille. Il y avait déjà un échange de correspondance entre eux. C'est Bourdieu qui l'accueille, qui essaye en tous les cas, qui l'a aidé. Et là, justement, tout au long Comment il le vit? Parce que vous nous avez expliqué son problème avec l'Algérie de l'indépendance qui ne correspondait pas à ses voeux ni à ceux de l'élite intellectuelle algérienne. Comment il vit quand même ce déracinement? Vous disiez tout à l'heure, l'Algérie, c'est sa mère. Il a quitté sa mère en 63. Comment il le vit à 30 ans? On quitte sa mère. Comment ça se passe? Je crois qu'il a retrouvé une marâtre. Bon, c'est la vérité. Donc, en arrivant ici, bien sûr, il est... vous savez, on ne peut pas s'étendre, mais je pense que Saïad fait partie de cette élite algérienne dont nous sommes issus, nous-mêmes tous. Hein. Donc on a l'impression qu'une fois la guerre terminée, mais c'était fini de la France colonialiste, des injustices, de tout ça. Mais quand il arrive ici, il retrouve finalement un tas d'injustices, un tas de stigmatisation, un tas de problèmes. En France. Et alors, il y a aussi autre chose, ce qu'on retrouve dans son œuvre, quand il dit, finalement, l'immigration, c'est une fiction, c'est un mensonge, mais lui aussi s'est menti à lui-même. Et lui et Bourdieu ont cru que Saïad, en arrivant en France, il allait tout de suite trouver du travail. Il y a aussi toute cette question de comment essayer d'avoir un statut en France qui a été vraiment... difficile. Comment il a vécu alors? Il a très très mal vécu ça. Il a absolument mal vécu. Il a fait tous les boulots du monde. D'accord. Mais il a vendu des olives, il a vendu du fromage, il a fait toutes sortes de choses. Et sa santé qui allait en se dégradant. Donc il faisait de la recherche. Oui, il a toujours continué à travailler aux côtés de Bourdieu. Mais c'était... c'est parce qu'il nourrissait. Mais oui, mais il était payé au lance-pierre, comme on dit. Hein. Donc voilà. Alors c'est toute cette situation-là. Son immigration à lui est une immigration d'autant plus douloureuse qu'il était intellectuel. Et pendant 3 ou 4 ans, il va se chercher parce qu'il n'a pas travaillé tout de suite sur l'immigration. Il a fait des missions d'ailleurs en Tunisie, je crois, payé par l'UNESCO. Il a voulu travailler sur la question des langues. Il a fait un tas de rapports. Donc il a vivoté un peu en tâtonnant. Et c'est Bourdieu justement qui dit, mais enfin, puisque tu connais le monde paysan, pourquoi tu ne travailles pas sur l'immigration? Puisque c'est en fait une continuité d'un sujet que l'on a connu là-bas. Et bon voilà, il y a des fiches, il y a tout un tas de matériel, et on pourrait l'exploiter pour travailler ici. Voilà en gros comment c'est venu. Et moi je peux vous dire que Saïad a énormément souffert. Est-ce qu'il avait d'autres centres d'intérêt en dehors de son passé, l'Algérie, etc., et de ce qui allait devenir donc son travail sociologique? Est-ce qu'il avait d'autres ancrages? Je ne sais pas, est-ce qu'il s'intéressait au cinéma? Est-ce qu'il aimait... Je ne sais pas, est-ce qu'on sait ça? Est-ce que dans son univers intellectuel, il y avait d'autres choses? Écoutez, je ne peux pas vous dire. Je sais que c'était un homme qui lisait énormément. Il dévorait. C'était vraiment un homme qui lisait énormément. Mais sinon, moi, je ne lui connais pas le nom de Grand Voyage. Ah non, c'était un ouvrier intellectuel. D'accord. Si vous voulez, voilà. Il est venu ici pour travailler sur son objet et rien de plus. Et d'ailleurs, il n'y a pas que lui. Quand on fait une enquête, on voit très bien que les gens ne se permettent pas autre chose que ce pourquoi ils sont venus. Il n'avait pas de loisirs puisqu'il voilà. était concentré. D'accord. Voilà. Tout ça est fort intéressant. Là encore, ça s'incarne. Alors, si vous permettez, je me tourne vers mon voisin de droite, Yves Jammet. Alors, on a bien compris dans ce que vient de nous expliquer Tassadit que cette rencontre avec Bourdieu, c'est déterminant.
Donc à la fois, apparemment, il se passait du courant entre eux, il y a une séduction, j'imagine, de l'élève par le maître. Bourdieu devait être quelqu'un de fascinant. Et puis, ce que Tassadit nous a expliqué aussi, c'est que Bourdieu a été un peu non seulement le Pygmalion, mais un peu le bon génie de Sayad toute sa vie, puisqu'il lui a permis de poursuivre des études, d'enseigner, de publier ses livres, etc., etc. Donc, si vous voulez bien, si vous voulez bien revenir sur cette rencontre, ces circonstances, et puis un petit peu ce qu'ils se sont apportés l'un à l'autre, parce que Bourdieu a apporté à Sayad, mais Sayad a sûrement aussi apporté à Bourdieu, et quoi, s'il vous plaît? Donc la rencontre se joue à l'université d'Alger, où Abdelmalek Sayad est étudiant. Comme le disait Tassadit, il était instite. En étant instite, très vite, il prend la mesure qu'en fait, c'est peut-être pas sa voie, c'est peut-être quelque chose où en fait il se pose des questions, il s'interroge, et puis le contexte de la guerre fait que donner des cours à Alger au moment de la guerre, c'est pas non plus très simple. Donc se retrouver dans un quartier populaire auprès d'Européens, de fils d'enfants d'Européens comme instituteur, assez vite quand même il voit qu'il fait un peu le tour de ça, que c'est peut-être pas l'avenir idéal dont il a pu rêver. Et donc, grâce aux rencontres qu'il a pu faire à l'école normale d'instituteurs, avec donc des collègues de l'école d'instituteurs, ils s'inscrivent à l'université d'Alger. Et donc, à l'université d'Alger, donc c'est les années 58, la première chose importante, puisque Sayad vraiment dit qu'il y a 2 miracles dans sa vie, une scolarité prolongée et la rencontre avec Pierre Bourdieu. La rencontre avec Pierre Bourdieu se joue à la fois parce qu'il est inscrit à l'université, mais aussi parce que, en fait, au sein de l'université, il participe d'un mouvement d'étudiants qu'on appelle les libéraux. Et donc, c'est une posture très singulière, puisque c'est un mouvement d'étudiants engagés qui essaie d'inventer une troisième voie, une voie qui serait pas celle du FLN, mais pas non plus, bien sûr, celle de la France coloniale. Et donc, c'est un mouvement qui va vraiment se prendre des risques forts. Et là aussi, Sayad est un intellectuel, mais qui, sur le terrain, quand il faut se mobiliser, peut rameuter des troupes pour que la manif soit fournie, et notamment prendre des risques physiques très très forts, puisque les ultras de l'Algérie française, c'est des gens comme Suzini, La Gaillarde, donc des gens qui après vont prendre les leviers de l'OAS. Donc on voit qu'ils s'affrontent vraiment à des choses qui sont dures et lourdes. Donc il y a cet engagement-là. Et puis, forcément, la rencontre avec Bourdieu, eh bien, elle est aussi facilitée par le fait que, puisque, comme on l'a dit, il est souffrant, à la différence des autres étudiants, donc dans les cartes du jeu d'Abdelmalek Sayad, ça pourrait être un déficit d'être malade, mais en même temps, c'est un avantage parce que ça lui donne de la disponibilité. Il est instite, il a un statut, donc il est payé, et il est étudiant. Et vu qu'il est en congé maladie, assez fréquemment, eh bien, il peut comme ça se trouver disponible pour accompagner Pierre Bourdieu dans des travaux qui, au début, sont des travaux privés que Bourdieu lance dans la suite du travail qu'il a fait pour rédiger Sociologie de l'Algérie. Et donc, il faut imaginer, comme le disait Tassadit, eh bien, des jeunes hommes qui n'ont pas d'expérience d'enquête, si ce n'est des choses vraiment très concrètes de terrain. Donc Bourdieu voit bien qu'en s'associant à un informateur indigène comme Abdelmalek Sayad, eh bien, ça peut vraiment lui servir, dans le bon sens du terme. Et donc Abdelmalek Sayad va trouver une place auprès de Bourdieu comme vraiment celui qui va permettre d'ouvrir la porte de la maison kabyle. Et donc ça va être vraiment quelqu'un qui va accompagner Bourdieu, et c'est ça qui est intéressant aussi, et c'est de l'ordre de l'anecdote, mais dans les barrages, puisque c'est la guerre, ces enquêtes, ça peut sembler rétrospectivement assez facile d'aller comme ça poser des questions et découvrir la société kabyle. Néanmoins, dans le contexte de la guerre d'Algérie, il y a des barrages, il y a une violence indicible et très grande, et donc forcément, quand on tombe sur des militaires
Bourdieu peut sortir un laissez-passer, et quand on tombe sur des gens du FLN, Abdelmalek peut parler kabyle, peut parler arabe, et donc vraiment c'est l'informateur indigène qui est auprès de Pierre Bourdieu. Et donc après, comment on passe d'enquêtes qui sont d'un niveau, on pourrait dire, modeste, de terrain, oui. De terrain, de jeunes hommes qui essayent comme ça de comprendre cette société par rapport à ce qui se passe dans l'environnement, à savoir cette société coloniale. Comment donc on passe de micro-enquêtes à ce que vont être les grands chantiers dont Saïad Yassine, à juste titre, dit que ça va être la matrice de l'œuvre de Bourdieu. Eh bien, en fait, à la faveur donc, des lectures et de ce qu'on trouve dans les archives du Fonds Saïad, on peut comme ça reconstituer aussi le contexte historique du moment, à savoir que, en fait, l'événement fondamental, c'est un événement, comme souvent, politique, à savoir le déclenchement, suite à l'arrivée de Charles de Gaulle au gouvernement, le déclenchement donc du fameux plan de Constantine. Donc ce plan de Constantine va mettre sur la table beaucoup d'argent, et de l'argent du ministère des Finances de l'époque va être utilisé pour financer des enquêtes à l'INSEE, au département de l'INSEE présent en Algérie, puisque l'INSEE est implanté dans tous les départements français et, à ce titre-là, également en Algérie. Donc, le hasard et les miracles de ce qu'est la vie, de ce qui constitue le quotidien de la vie, fait qu'en fait, à ce moment-là, à la tête donc de l'antenne algérienne de l'INSEE, il y a un démocrate, progressiste, géographe de formation, qui s'appelle Jacques Breuil, et ce monsieur, eh bien, a l'honnêteté intellectuelle et la modestie de penser que les études statistiques telles qu'elles sont pratiquées sur le territoire algérien, eh bien, c'est entaché quand même de beaucoup de biais. C'est quand même pas le top. Et donc, la clairvoyance de ce monsieur, c'est en fait de faire appel à Pierre Bourdieu, qui sur la place d'Alger est sans doute un des rares à avoir le statut de quelqu'un qui s'intéresse à la sociologie. Et donc, Jacques Breuil fait appel à Pierre Bourdieu, et donc l'architecture des grosses enquêtes qui vont être débloquées va faire que d'un côté, il y aura les moyens techniques, intellectuels de l'INSEE, d'autant que de jeunes ingénieurs de France, à la faveur là aussi du plan de Constantine, arrivent en Algérie, donc de la matière grise est présente. Donc ces enquêtes ont cette force de l'outil statistique, et donc Bourdieu, lui, est dans un premier temps responsabilisé sur l'aspect ethnologique et sociologique. Et donc forcément, la force de tout ça, c'est que comme Saïad et les libéraux essayent d'inventer une troisième voie du côté de la politique, eh bien Bourdieu, lui aussi, va essayer de réfléchir à comment inventer une troisième voie par rapport à la sociologie. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les études statistiques, au lieu d'être sèches et juste des chiffres commentés, à la faveur des talents de plume de Bourdieu et des informations recueillies grâce aux enquêteurs que Bourdieu va recruter avec la complicité de Saïad, donc des enquêteurs de terrain pour les enquêtes sociologiques et ethnographiques, qui vont être des gens qui vont être dans une approche très très qualitative, donc qui vont faire parler les gens, qui vont être dans une relation très différente de ce qui était jusqu'à maintenant la posture de l'enquêteur en Algérie. Donc ils vont recueillir des matériaux comme on ne les a jamais recueillis, et puis, comme on le disait précédemment, il y a une vraie affinité intellectuelle entre ces deux individus, entre ces deux personnes. C'est de l'ordre de l'osmose intellectuelle, et Bourdieu dit en fait que Saïad devançait et comprenait ce vers quoi il voulait aller, et qu'en même temps les questions de Saïad l'aidaient lui à avancer. Bien sûr. Donc de l'autre côté, Saïad dit qu'intellectuellement il doit tout à Bourdieu. Donc on voit bien qu'il y a vraiment cette rencontre unique dans un cadre qui est à la fois celui de la guerre, mais celui aussi de moyens d'enquêter
en vraie grandeur, pour de vrai, et donc de produire ce qui va être les matériaux pour des productions. Toute l'œuvre à venir. Voilà. Donc parce que c'était lui, parce que c'était moi, on a bien compris. Voilà. Alors moi j'aimerais bien qu'on essaie encore de tourner autour de ce point de rupture de 63, parce que là vous nous décrivez un terrain qui est intéressant. Donc ils se sont rencontrés, ils se sont plu, ils ont commencé à travailler, ça s'organise, l'INSEE, les sous, tout ça, tout va bien. Mais bon, l'indépendance, mais 63, c'est un saut dans l'inconnu quand même pour Sayad. Non seulement c'est une autre rupture, mais il y a quand même un saut dans le vide. Bon, il y a Bourdieu en réceptacle, si j'ose dire, il sait qu'il pourra compter sur Bourdieu en France, mais il part quand même. Là, il a un boulot, il est payé, comme vous le dites, on ne le fait pas trop suer quand il s'absente pour ses problèmes de santé, etc. Il a une espèce de trajectoire. Comme disait Tassadit tout à l'heure, peut-être aurait-il pu devenir ministre un jour du gouvernement, ou je ne sais pas quoi. Et puis tout d'un coup, 63, on nous a expliqué aussi tout à l'heure pourquoi, il rompt avec tout ça, il abandonne sa mère, dans tous les sens du terme, et le voilà en France pour faire des petits boulots et vivoter comme ça va quand même durer... 10 ans. Non, mais même, oui, enfin jusqu'à la fin. Il y a 10 ans de galère. 63, 73. 63, 73, 10 ans de galère. Donc, sur ce point fondamental de la rupture, Yves, qu'est-ce que sont vos hypothèses ou vos informations? Parce que dans le livre, en fait, on traite les 30 premières années de la vie d'Abdelmalek Sayad. En fait, il part d'Algérie à la suite d'une crise existentielle. Et donc, dans les années 60, au début des années 70, il y aura une deuxième crise existentielle. Donc il y a deux moments comme ça où... En France, celle-là. En France. Et dont on connaît les motifs? Le motif, c'est l'absence de statut et les questions du sens de la vie et des problèmes de santé. Et donc, vraiment, l'interrogation qui l'amène même à peut-être se poser la question d'abandonner la sociologie. Début des années 70, c'est là où il en est. Et donc, les miracles de la vie, il y a d'une part la découverte de la maladie qui est la sienne, à savoir son intolérance au gluten. Et donc là, forcément, pour lui, ça va être quand même une bouffée d'oxygène, parce que ça... Au moins, il savait ce qu'il avait, voilà, il pouvait au moins, soigner. Il sait ce qu'il a. Et après, comme le disait Tassadit, avec les conseils de Bourdieu et des gens qui travaillent au Centre de sociologie européenne, eh bien, comme le dit Sayad dans l'entretien avec Hassan Arfaoui, la question du phénomène migratoire devient une question qui est dans l'air du temps et qui est une question qui commence à prendre une actualité. Et donc lui et les gens du Centre de sociologie... Il est au cœur de tout ça. Et au cœur de tout ça. Et les gens se disent, il faut qualifier cette question et la traiter de manière, pas comme un problème de société, un problème social, mais comme une question scientifique. Et donc comme une question sociologique. Et donc, il y a ce début des années 70, et donc, de 73 à 98, 25 ans, pendant lesquels il va travailler sur un objet tout à fait cerné, qui est celui du phénomène migratoire entre la France et l'Algérie. Donc, on voit bien 3 moments de la vie d'Abdelmalek Sayad, et par rapport à la question que vous posiez de savoir ce qu'il aurait pu devenir, tout ça reste ouvert, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la genèse de sa trajectoire, qui mérite vraiment d'être bien analysée, lui permet, comme ça, après, d'engager un travail rigoureux et scientifique qui va faire date donc, dans l'histoire de la sociologie française, puisque ça va être une vraie révolution scientifique par rapport au domaine qui est le sien, sur le phénomène migratoire. Et en 1973, en fait, de manière très programmatique, le premier article qu'il signe, et qui est un article très très court, l'article s'appelle, je le cite, « Une perspective nouvelle à prendre sur le phénomène migratoire. L'immigration dans est d'abord essentiellement une immigration vers. » Donc là, il pose les fondements vraiment de sa pensée. De ce qui va être son Alors, travail. avant que Christian justement ne développe ces idées de Sayad et surtout son apport, on disait tout à l'heure qu'il est marginal, mais moi j'aimerais bien savoir, effectivement, par rapport à la sociologie bourdieusienne et pas bourdeusienne, s'il est marginal et ce qu'il a apporté, etc., son apport fondamental. Juste pour la fin de votre partie, Yves, est-ce que dans les 25 dernières années de sa vie, après la dernière crise existentielle, il a quand même eu une existence un peu plus confortable, et est-ce qu'il a pu mener un peu mieux ses recherches, ses travaux? Est-ce que ça s'est arrangé, autrement dit, pour notre héros? Absolument. Moi, j'aime bien les histoires qui se terminent bien. Donc, absolument, puisque... voilà, 73, il trouve son objet scientifique.
Après, il va être intégré au CNRS. Voilà. Donc, il a un statut. Et puis après, il va devenir directeur de recherche au CNRS. Voilà. Donc, il y a vraiment une intégration. Et là aussi, on voit bien des moyens qui permettent de travailler dans la durée et d'avoir une stabilité qui permet un travail de recherche. Intégration et une reconnaissance intellectuelle. Et au fur et à mesure, Bien une sûr. reconnaissance de ses pairs et une reconnaissance internationale. Ça tombe bien. Merci Yves. Christian, donc sur cette pensée, les actes de force de la pensée de Sayyad, son originalité par rapport au reste du panorama sociologique, j'allais dire. Je vais Vous faire un schéma. Merci. Donc Nous avons essayé d'exprimer toute la pensée de Sayyad sur ces affiches. qui sont dans un donc il y a un cahier dans le livre dont nous parlons ce soir Oui, qui tout à fait. reproduit Alors, ces affiches. Ces affiches, finalement, elles ont. C'est extrêmement difficile de faire une exposition sur la pensée d'un sociologue comme les Sayyad, vous l'avez compris. C'est très difficile. Au début, lorsque nous avons commencé à travailler avec les deux artistes, en l'occurrence Gérard Paris-Clavel et Thierry Sarfis, qui sont deux graphistes de renom, je suis arrivé avec des textes. Et j'avais prévu 14 textes qui auraient été exposés sur des panneaux. Et immédiatement, les deux graphistes ont éclaté de rire et m'ont dit « Mais tu ne crois quand même pas que les gens vont rester 1 heure debout à lire tes textes extrêmement denses qu'ils retrouvent sur les affiches? C'est impossible, ça. Il faut que tu changes. Il faut changer les choses. N'oublie pas que une image, un mot, il faut que tu trouves le concept qui correspond à la pensée de Sayyad. Et c'est ce mot-là qui va devenir le mot-clé autour duquel va s'organiser chacune des affiches. Et après, on trouvera une image qui, elle aussi, est chargée de signification et qui continue d'avoir des liens étroits, des liens d'association avec le mot-clé de la pensée de Sayyad. D'accord. Et on essaiera d'illustrer chacun de ces mots-clés et chacune de ces images par une citation de Sayyad, extraite de son œuvre. En tout petit en bas de l'affiche, Donc, c'est d'une ça certaine façon, ici, nous avons l'œuvre de Sayyad, l'œuvre la plus explicite, celle qui traite de l'émigration et de l'immigration. Alors, Christian, Parce que, je continue, je vous termine en- cela, oui. à la fois si Sayyad est quelqu'un moi, je qui suis a trop consacré tout son travail sociologique sur les problèmes d'émigration, immigration, je les vais voit pas, expliquer les pourquoi. affiches. C'est aussi quelqu'un qui est un sociologue qui va beaucoup plus loin et qui, à travers ce sujet-là, traite de la domination symbolique et même du monde symbolique, de l'importance du monde symbolique dans notre monde social. Et ça dépasse largement, si vous voulez, le sujet de l'immigration. Le sujet de l'immigration est presque à ce moment-là un prétexte pour travailler sur les problèmes du monde symbolique et des rapports de la production symbolique avec le monde social et de la structuration dans la manière dont le symbolique structure le social et réciproquement. Alors, Christian, puisqu'on est dans l'interactif, est-ce que, par exemple, en live, vous pourriez en choisir un? Parce qu'on ne les voit pas, nous, vous en prenez je vais un. prendre la et première. Voilà, qu'on ne voit pas, nous, La mais première. peut-être le public la voit-il. Ici, là-bas, et puis la Ah, sociologie là, de c'est l'émigration miraculeux. Merci, et de la technique. l'immigration. Alors, venez là, Christian, peut-être. Non, mais elle c'est est pas partie possible, déjà. elle est partie. Elle est Bon. partie. Là, Alors, on est pris au Il début. y a eu toujours eu des travaux depuis très longtemps sur l'immigration en France. Mais l'idée de Sayyad, c'est de lier, de se dire qu'avant d'être un immigré, on est d'abord un émigré. Et que selon le type d'émigration, on n'aura pas le même type d'immigration. Donc, toute son analyse va consister à repérer, par exemple, ce qu'il a appelé les 3 âges de l'immigration algérienne. Une étude extrêmement originale qui aujourd'hui sert de support à un grand nombre de jeunes collègues, je pense à un collègue turc particulièrement, qui reproduit en quelque sorte l'analyse de Sayyad à propos de immigration turque. Donc, l'idée, c'est que émigration et immigration sont 2 phénomènes aussi indissociables, disait-il, que le recto et le verso de la même feuille. Alors nous avons essayé de l'exprimer par cette image qui représente la mer, qui progressivement se fond dans le ciel, le bleu de la Méditerranée, ici, là-bas, qui voit bien les 2 termes en quelque sorte, ici, là-bas, mais ici, ça peut être la France, ça peut être l'Algérie, là-bas, ça peut être la France, ça peut être l'Algérie, les mots sont en quelque sorte, on peut les inverser. D'accord. Alors, cette sociologie pourquoi la mer? Parce que, d'abord, le bateau, à l'époque, était la voie la plus fréquente. Le bateau, vous l'avez encore, peut-être l'avez-vous vu, sur les diapositives qui sont en train de passer.
et qui parle effectivement de jeunes gens qui ont voulu quitter l'Algérie d'aujourd'hui dans les barques que vous avez vues, qui sont des barques, des coquilles de noix en quelque sorte, avec lesquelles ils se sont lancés sur la mer Méditerranée. Le bateau, donc, un élément essentiel de la traversée. Le bateau, c'est le moment où l'on est migrant. Et on passe de l'état d'émigré à l'état d'immigré. Il y a là un état intermédiaire où l'on est migrant en quelque sorte. Maurice Halbach, un sociologue des années 30, avait déjà travaillé sur ce problème-là et avait senti effectivement l'importance du rapport entre l'émigration, l'être migrant et être immigré. Mais il n'avait pas poussé plus loin son analyse. D'accord. Sayad va pousser plus loin. Ça, c'est un acquis clairement de la pensée de Sayad. Alors derrière la mer... Attendez, Christian, vous m'avez pas répondu. Non, mais derrière la mer, je termine ma phrase. Derrière la mer, il y a aussi l'idée de tous ceux qui sont morts. Je suis comme le Petit Prince, moi, de toute façon. C'est-à-dire, comme le disait très bien Césaire à propos de l'esclavage, qui est un autre transfert d'immigrés, un transfert violent d'immigrés vers l'Amérique, à travers effectivement l'Atlantique, dit Césaire, il y a une longue chaîne de morts qui relie les deux rives. Et on peut dire là la même chose, si nous avons pris cette image de mer, c'est parce que, à travers les deux rives de la Méditerranée, il y a aussi une longue chaîne de morts qui unit les deux rives de la Méditerranée. On peut en avoir une autre, un peu plus près de nous, s'il vous plaît. Je ne sais pas, celle avec les... Non, déracinement, je vais prendre. Voilà, ça tombe bien, c'est celle que je voulais. Donc, alors, déracinement. Déracinement. Non, mais déracinement, c'est celle-là. Déracinement, c'est une affiche qui est faite à partir d'une photo de Pierre Bourdieu. Toujours pas. Alors, déracinement, pour vous la décrire, si vous ne la voyez pas comme nous, ça montre ce sont des agriculteurs, c'est des paysans. Des paysans, je vais en parler. Qui sont en train de traiter, c'est ça. Je vais la décrire. Qui sulfatent un champ. Voilà. Elle est là-bas. Elle est là-bas en petit déracinement. À droite. Ah, elle est déjà partie. Elle est déjà partie. Elle peut revenir. Alors, déracinement. Déracinement, c'est le titre de l'ouvrage de Bourdieu et Sayad qui parle de l'agriculture et des effets de la colonisation sur la paysannerie algérienne. Et déracinement, c'est aussi toute l'étude sur les déplacements forcés de population à travers les camps pendant la guerre. Donc il y a à la fois les deux logiques qui sont présentes, à la fois les modifications du droit, car la colonisation française a essayé d'être légitime. Elle s'est inspirée d'un droit. Elle n'a pas voulu être une colonisation sauvage. Donc elle s'est elle s'est appuyée, adossée à toute une série de textes de loi qui modifiaient les conditions d'appropriation de la terre. C'est la modification des senatus consultes, des décrets-lois, etc., qui ont obligé, en quelque sorte, la paysannerie algérienne à se déplacer progressivement vers les zones les plus arides ou à transformer complètement ses modes de culture. Alors cette photo, c'est une photo de Bourdieu. Bourdieu, arrivé en Algérie, prend des photos, énormément de photos. Il est fasciné par la fondation Albert Kahn, qu'il a largement fréquentée, et il a été très intéressé par les reportages qu'Albert Kahn demandait aux photographes de faire à travers le monde pour fixer des modes de vie qui étaient en cours de disparition. Bourdieu, avec son appareil, prend ce qui lui semble des transformations essentielles de la vie de l'Algérie, des caractéristiques essentielles de l'Algérie. Et que prend-il là? Il prend le passage d'un paysan à un ouvrier agricole. Cette photo, si nous l'avons retenue, c'est parce que ce sont 4 ouvriers agricoles. Il y en a d'autres, la photo est coupée. Ils sont à peu près 6 ou 7. Ce sont des ouvriers agricoles maintenant, qui travaillent dans une grande plaine. Une plaine qui n'est plus consacrée à une agriculture vivrière, mais la production du vin, c'est-à-dire d'un produit d'exportation pour l'Algérie, donc, qui est consacré à la production du vin. Ils sont devenus ouvriers agricoles. À l'extrémité de la photo, on ne le voit pas ici, il y a la tonne qui contient le produit qui permet de sulfater la vigne. Ils sont donc tous attachés par le dos, en quelque sorte, à l'instrument de puissance du colonisateur, qui est le camion qui transporte le produit dont on va sulfater la vigne. D'accord. Donc, ils travaillent en cadence. Cela renvoie à ce que dit Marx des ouvriers agricoles de l'époque, c'est-à-dire une organisation cadencée, etc., où l'on avance au pas dans les champs. Donc on a là des gens qui sont liés maintenant, c'est plus le paysan, maître en quelque sorte de son savoir, maître de son champ, maître de sa production. On a affaire à des gens qui sont liés les uns aux autres,
qui avance régulièrement au rythme du camion, au rythme de ce qui est imposé par le colonisateur, propriétaire de la grande exploitation. Oui, c'est une photo très symbolique, en effet. Yves, comme le Et temps nous est compté, vous voulez bien venir à Pensée d'État, parce que nous pensons avec... Si vous voulez. On pense avec Yves que celle-là, vous allez pouvoir nous éclairer, puis on la voit en plus, donc c'est quand même mieux. Pensée d'État. Progressivement quand même dans l'œuvre de Saïad. Oui, mais... Et je passerai une minute là-dessus. Je peux pas, une minute. Je peux plus, là. On a deux flèches. L'idée de Saïad, c'est que... c'est laquelle ? C'est ce qu'il appelait la double absence. C'est-à-dire que les immigrés sont effectivement en France pour une immigration provisoire et pour travailler. Or, l'immigration dure, et puis ils ne travaillent pas toujours, ils sont malades, ou bien ils sont au chômage, donc leur présence est illégitime, puisqu'ils ne sont là que pour travailler et à titre provisoire. Leur présence est illégitime. Mais ils sont partis aussi de chez eux. Et en étant partis, ils ne travaillent plus pour leur pays. Donc leur absence est aussi illégitime quelque part. Donc ils sont effectivement illégitimes des deux côtés. Ils sont dans l'illégitimité. Ils n'ont pas de statut qui leur permette d'exister véritablement. Ils sont toujours pris entre une flèche d'un côté et la flèche de l'autre. Et on a mis présence, mais on aurait pu mettre absence. Ça aurait été plus pertinent encore. Ils sont absents des deux côtés d'une certaine façon. Quand ils sont ici, ils pensent à là-bas. Quand ils sont là-bas, ils savent qu'ils vont revenir ici. Donc ils sont toujours absents quelque part d'un des côtés, ou même des deux côtés à la fois. C'est ce que Saïad a exploré de manière magistrale. Et je disais que c'est un sociologue du symbolique, à ce titre, parce qu'il travaille sur les représentations, sur les mots, sur les sentiments qui s'expriment à travers les mots. C'est un véritable travail parfois littéraire, d'une très grande qualité, qui permet de comprendre justement cette espèce de difficulté d'existence qu'implique l'immigration. Et puis... Pour finir, alors, entre les deux, vous l'avez vu, la situation des ouvriers algériens, tels que Saïad les a étudiés, ça a été pour la quasi-totalité d'entre eux à l'époque d'être des prolétaires. Des prolétaires, on l'a exprimé par cette main de travailleur, une main un peu noire, noircie par le travail, avec marchandage et marchandises. Car ce que Saïad montre remarquablement, c'est qu'il y a toujours des négociations entre les États, et j'y viens. Les États sont présents, totalement présents dans l'immigration. L'état de départ comme l'état d'arrivée. Et on négocie. Et Saïad a étudié des textes tout à fait intéressants sur les termes de la négociation. C'est du genre, je vous vends tant de tonnes de tel produit, oui, mais à quel prix ? Je voudrais un prix moins élevé. Il est trop élevé. Écoutez, j'ai des chômeurs. Bon, bah d'accord, moi j'ai besoin de travailleurs manuels. Je vous prends les chômeurs, vous me faites un rabais sur la marchandise. C'est-à-dire, dans les textes ministériels, dans les textes des ambassadeurs, dans les textes des rapports de négociation entre les États, on a toujours un marchandage autour de la marchandise réelle, le produit qui est fait dans ce pays, mais aussi la marchandise que sont les travailleurs immigrés. L'un et l'autre sont toujours liés. Alors c'est des États qui prennent la décision. Et ça, c'est la force de Saïad, d'avoir montré que c'est toujours un problème de discours, de catégorie, de manière de penser. Les États passent leur temps à définir une frontière, la frontière réelle du pays, mais aussi la frontière administrative. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir tel papier ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut obtenir tel document ? Pour quelle durée, etc. Le problème des papiers est un problème central. Le problème de la définition de l'appartenance. Le problème de la définition de la durée d'existence dans le pays où on est étranger, immigré, etc. La définition que l'on a. Les États produisent continuellement des définitions, des caractéristiques, on le voit bien aujourd'hui. Bien sûr, j'allais le dire. Alors, justement, ce qui nous frappe, c'est l'actualité de la pensée de Saïad. Ramène... On va terminer là-dessus, s'il vous permettez. On va terminer là-dessus, et avant que nos amis ne puissent vous poser des questions aux uns et aux autres, moi, ce qui me frappe dans tout ce qu'on a dit, c'est d'une part la personnalité de cet homme, et je dirais son acharnement au travail malgré des circonstances de vie difficiles, ce formidable saut dans l'inconnu de 63 que je persiste à admirer, parce que c'est quand même assez courageux et c'est rare, et puis cette modernité de Saïad, de la pensée de Saïad, et aussi dans la forme. Vous parliez tout à l'heure de littérature, tout à l'heure on lisait avec Tassadit les formules en bas des affiches. Il y a un côté un peu sophistique, il y a un côté un peu comme ça
pirouette dans le style, c'est très acéré, il n'y a pas de gras, hein, c'est très comme ça, l'air de rien, disiez-vous tout à l'heure, Hassan, il avait l'air de rien, l'art de poser des problèmes importants, problèmes dont nous ne sommes toujours pas sortis aujourd'hui. Il nous reste à vous remercier, mesdames et messieurs, de votre attention, remercier nos intervenants, et encore une fois, et on s'excusera de la rapidité, vous allez pouvoir poser des questions à nos invités. Voilà, merci encore de votre attention. Il y a un micro quelque part. Alors, comme j'ai encore le sale boulot, je vous demande de poser des questions qui soient brèves et qui soient extrêmement précises. Parce que si chacun d'entre nous émet des états d'âme et des lectures, etc., on va se coucher à 4 heures du matin, comme les états sadites. Donc, c'est pas l'idée. Des questions, s'il vous plaît, à l'un ou à l'autre, précises, brèves, et auxquelles on puisse apporter une réponse concrète. Monsieur. Question rapide, vous allez répondre oui, pardon. Il était arabisant ou pas? Qui répond à cette question? Tassadite? Très peu. Parler l'arabe, j'ai les calmes, mais l'arabe... Non. Sa génération n'a pas été arabisée. Surtout par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure, le mashrek, c'est-à-dire d'où venait le reste. J'ai l'impression qu'il faut être plus ou moins arabisant pour attaquer l'aspect linguistique et surtout origine du mashrek, de tout l'islam, etc. Absolument. Je ne pense pas que Pierre Bourdieu a suivi les cours des langues zo pendant 1 an et qu'il avait un bon niveau d'écriture, en tout cas, de la langue kabyle. D'accord. Oui, mais c'est pas l'arabe. Une autre question, s'il vous plaît, si vous voulez. Oui, madame, là-bas. Oui, bonsoir, je vous remercie beaucoup pour cet éclairage très, très intéressant. Il y a quand même une question que je me pose. En 73, en France, on a arrêté bien sûr l'immigration de travail. En revanche, il y a eu ce dispositif de regroupement familial. Donc c'est à cette époque, 73-74, que ces célibatarisés, ces hommes célibataires géographiques, la plupart ont fait venir leur épouse sur le territoire français. Or, dans l'œuvre de Sayad, je ne vois pas la place des femmes, de ces femmes qui sont arrivées dans les années 73-74. Alors, question pour Tassadite, évidemment. Tassadite. Merci. Sayad et les femmes. Les femmes, c'est vrai, je l'ai pensé aussi, mais par exemple, si vous lisez les 3 âges de l'immigration, il y a une place pour les femmes, c'est-à-dire que ce sont donc des jeunes filles qui ont grandi en France, et donc il va s'intéresser justement au questionnement des filles dans la société française. Mais les femmes, c'est-à-dire si on les compare aux hommes, si on les compare à ses premiers entretiens, il faut savoir que Sayad est un homme, donc, oui, je ne vous l'apprends pas. Et donc il est très difficile, si vous voulez, de pouvoir interviewer des femmes traditionnelles, des femmes qui n'ont pas été à l'école, et donc la relation, effectivement, est très compliquée. Il n'a pas accès parce qu'il n'a pas accès, et surtout dans le milieu, je veux dire, par rapport aux Algériens, c'était un peu compliqué. Par contre, il m'a fait lire un entretien, mais beaucoup plus tard, dans les années 70-75, qu'il avait fait avec une femme tunisienne. Et il m'a dit, c'est la seule femme avec qui j'ai pu faire un très long entretien. Et là, moi, je pense à ce que disait Afarou tout à l'heure. Je me demande si Sayad n'avait pas besoin, justement, de cette distance pour pouvoir dire les choses ou les faire dire. Vous voyez, entrer dans l'intimité d'une femme algérienne, c'était compliqué. Mais c'était peut-être plus facile d'interviewer une Tunisienne ou bien de se livrer à quelqu'un, si vous voulez... du Levant, que par rapport... Voilà, il faudra quand même que vous nous expliquiez ce que c'est qu'une femme-femme, parce que moi, je connais les femmes, mais les femmes-femmes, Christian, vous vouliez ajouter quelque chose? Sur ce 3e âge de l'émigration algérienne en France, en effet, il y a quand même un ouvrage de Sayad extrêmement important, c'est l'analyse des enfants illégitimes, où il étudie effectivement la position des enfants par rapport aux parents, en étudiant un cas particulier, un entretien très approfondi avec une jeune fille. Et à partir de là, il a la possibilité d'explorer les rapports très complexes qui se déroulent entre les enfants nés en France, ceux qui sont nés en Algérie, et les enfants de France par rapport à leurs parents. C'est ça, oui. Et ça, c'est un travail extrêmement fin, extrêmement clinique, en quelque sorte. Merci. Qui utilise une méthode d'une très grande finesse psychologique. Monsieur là-bas.
bonsoir. Une question courte concernant dans quelle mesure la pensée d'Abdelmalek Sayed, un parallèle avec celle de Bourdieu, qui a certes aussi imprégné le monde universitaire et intellectuel dans le Maghreb et plus largement dans le monde arabe. Qu'en est-il de l'œuvre de Sayed et de son actualité? Je voyais les photographies défiler, notamment on reconnaît des jeunes haraga comme on dit, donc c'est-à-dire morts en traversant dans des barques de fortune. Donc ce qui rend cette œuvre probablement encore de très très grande actualité. C'est Yves Jamais qui vous répond. À la faveur du projet, on a pu travailler avec l'Algérie, notamment avec à Oran, le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle. Donc un cycle de rencontres, des écoles doctorales animées par Christian de Montlibert ont eu lieu. Et le constat, c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, c'est des gens qui ont l'envie de se réapproprier, de s'approprier l'œuvre et le travail de Sayad, qui est aujourd'hui peu et mal connu là-bas. En Algérie, non plus. Il n'est pas connu en Algérie. Non. Pas du tout. D'accord. Il y a eu des recensions dans les thèses, et visiblement, il y a très très peu de travaux où il est cité. Donc vraiment, il y a plein de choses. Par exemple, est-ce que ce livre va être publié en Algérie? Alors notre éditrice est diffusée dans le Benelux et à Montréal, mais pas en Afrique du Nord. C'est une question qui m'intéresse. Moi, il y a un livre qui sort sur Sayad en France, c'est très très bien, mais est-ce que le public algérien aura accès à ce livre? La doublation n'existe pas. Si. D'ailleurs, c'est-à-dire que pourquoi lui, il a essayé de reconstituer, disons, les deux phases de l'immigration, c'est-à-dire qu'un immigré qui est là en France, c'est un immigré, il part de quelque part, mais il a toujours dit que du point de vue du pays du départ, il y a une espèce d'occultation de ce phénomène-là, parce qu'on le vit de manière honteuse, parce que on considère qu'on est en train d'exporter une marchandise, et donc petit à petit le rapport s'est réduit à tout simplement les immigrés qui sont une source de devises, mais ni l'université, ni la société, ni le discours politique ne prennent en charge le fait qu'il y a des gens qu'on a envoyés quelque part. Bon, c'est vrai qu'il y a c'est encombrant des deux côtés de la Méditerranée, si j'ai bien compris. Il y a des productions exotiques, il y a des films ou des clichés un peu sur les ambassadeurs, nos ambassadeurs, etc. Enfin, mais ça serait ceux qui ont réussi, ça. Mais en fait, il y a des mots, des termes qui sont extrêmement péjoratifs, avec lesquels on qualifie les immigrés, côté algérien, de retour, ou même leurs enfants. On dit mazigri, par exemple, qui est très, très, très péjoratif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire... Des immigrés, zmègre aussi. Oui, voilà, c'est-à-dire, c'est vraiment un terme péjoratif. Et pour indiquer aussi ce que Sayad qualifie de... C'est quoi, c'est un parvenu? De double absence, c'est-à-dire quelqu'un qui est d'ici, mais qui est d'ailleurs... Qui n'est nulle part. Qui n'est reconnu, négatif. D'accord. Qui n'est reconnu nulle part. Une autre question, s'il vous plaît. Monsieur, attendez, tout de suite après. Monsieur à droite, monsieur à gauche, comme vous voulez. Bonsoir. Est-ce qu'il a pu travailler, c'est-à-dire facilement en période de guerre, 57-58, quand même, c'était l'apogée de la guerre. J'ai pas entendu, moi. Il a pu travailler facilement en période de guerre. Ah oui, avec Bourdieu, ce que vous disiez tout à l'heure. Non, c'est-à-dire ses travaux sur terrain. Ah, sur le terrain. Oui, sur le terrain, est-ce qu'il a pu facilement travailler? En fait, ça s'est joué en 6 mois, et donc en 6 mois, dans ce contexte-là, recueillir tout ce qu'ils ont recueilli, c'est impressionnant. Donc ça a été très, j'imagine, difficile. En plus, ça s'est joué entre juin et septembre, donc en pleine chaleur, et donc ils ont réussi ce tour de force de recueillir tous les matériaux dont ils avaient besoin. Bourdieu l'a raconté dans un de ses livres. Se déplacer sur le terrain d'enquête, c'était parfois prendre une route qui était une route dangereuse. Il y avait des voitures qui avaient été mitraillées, qui étaient sur le bord de la route encore fumantes. On risquait effectivement de tomber sur une colonne de l'armée française, ou on risquait de tomber sur un groupe du FLN, donc de l'ALN. Donc c'était parfois très difficile.
Mais en même temps, il y a quelque chose qui est très important à dire là-dessus, parce qu'il en a parlé justement dans l'entretien, il a beaucoup insisté là-dessus, c'est qu'il a été parmi les premiers à accepter de travailler sur les centres de regroupement, parce qu'il y avait une réticence totale à travailler, enfin, on était suspect, quoi, de collaboration avec l'armée, etc. Et lui, il dit, je n'ai eu absolument aucune réserve, aucun doute, je m'y suis engagé tout de suite. Ça, c'est un élément qui explique pourquoi Sayad était déjà ailleurs. Et ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est lorsqu'il parle des attentats. Lorsqu'il parle des attentats, lorsqu'il exprime des réserves sur le nationalisme algérien et sur la manière dont tous les nationalismes au Maghreb et dans le monde arabe ont cultivé le culte du martyr, le culte de la mort. Et lui, il disait, nous étions quelques-uns à discuter entre nous, à dire non, on ne peut pas construire la vie, prenez des valeurs universelles, défendre des valeurs universelles de liberté, d'indépendance, en cultivant une culture de la mort et du martyr. Il nous manque un Sayad. Donc ces réserves, il nous manque vraiment. Les modes d'expression, disons, du combat national algérien et du combat national dans le monde arabe de manière générale, c'est ce refus déjà de la mort. De la violence aveugle. De la violence aveugle était déjà présent dans les années 60, ce qui est énorme. Et donc c'est pour cela qu'il était prêt à partir, parce qu'il était mal à l'aise. Oui, il était en rupture. Voilà, il était dans la rupture. Il y avait une question à gauche d'abord. Mais il y avait un monsieur d'abord. Il y a une dame qui sur ma gauche. Oui, mais il y avait un monsieur d'abord sur ma gauche qui avait levé la main, à moins qu'il se désiste. Non, il n'y a plus de questions. Si, c'était le monsieur. Mais oui, voilà. J'ai la mémoire visuelle. Si vous permettez une petite observation. Très courte, s'il vous plaît, très courte, parce qu'il nous reste 5 minutes pour finir la séance. Non, mais je serai court. Sayad et moi, on est du même pays, de la même génération, et puis notre activité, enfin, a été la même, je dirais. Je dirais qu'il nous manque aujourd'hui, étant donné l'importance prise par les migrations, une importance pour ne parler que de la partie occidentale, qui a pris cette importance par l'étendue du pays d'origine, étant donné que ce n'est plus simplement le Maghreb, mais le Sahel y compris, et puis une importance comprise ces migrations par leur dangerosité. Voilà. Oui, tout à fait. Il y avait encore une question par là. Non, mademoiselle, madame. Oui, bonjour. Je ne dis plus mademoiselle. Merci beaucoup pour ces éclairages vraiment très intéressants. J'aurais voulu juste poser une question sur justement la place de Abdelmalek Sayad dans le paysage intellectuel français après les années, dans les années 70. Qu'en était-il exactement et comment sa pensée était-elle reçue dans le milieu sociologique français? Christian? Il y a déjà eu un colloque qui s'est tenu il y a 4 ans sur l'importance de la pensée d'Abdelmalek Sayad. Colloque qui a montré que des sociologues venant d'horizons extrêmement différents utilisaient ses modes d'analyse, utilisaient ses concepts, le concept de double absence, le concept de provisoire, l'analyse des représentations, etc. Et que sa pensée servait en quelque sorte de modèle heuristique pour travailler d'autres formes d'immigration aujourd'hui, maintenant. Et d'autres formes venant d'autres pays. C'est-à-dire qu'en étudiant un cas particulier, pratiquement, il a pu atteindre un tel degré de profondeur que ses analyses sont pertinentes et peuvent servir d'inspiration pour travailler sur d'autres émigrations ailleurs. D'accord. Une ultime question, avant que nous ne levions la séance. On pourrait rester jusqu'à 4h du matin, je le répète, mais je crois que ce n'est pas prévu. Donc moi, je veux bien aussi répondre un petit peu sur l'actualité de la pensée. Oui. On voit que c'est une pensée qui mériterait d'être forcément plus largement diffusée. Et je prends comme exemple, là, dans le Libération du 29 octobre, dans la rubrique Désintox,
En fait, on nous cite des propos de Marine Le Pen qui met en avant le fait que l'immigration, ce serait un coût phénoménal de 70 milliards. On nous cite aussi Eva Joly qui, elle, dit que ce serait un excédent de 12 milliards. Et le journaliste qui continue forcément à travailler ça sur du mode quantitatif. Alors qu'il y a un article fameux de Sayad dans lequel il dit, en fait, cet article s'appelle Coût et profit de l'immigration, dans lequel il insiste vraiment sur le fait que c'est la dimension qualitative et humaine qu'il faudrait travailler et comprendre, plutôt que de se jouer comme ça des comptes qui ne veulent rien dire. Et donc, la pensée d'État continue à fonctionner malgré ce travail. Une ultime question. Attends. Une petite question du public d'abord, ou alors fini. Une dernière observation. Une dernière chose. Dans la revue Mars, on avait fait beaucoup d'entretiens, plus d'une soixantaine d'entretiens, et on a fait un certain moment, on a inventé un petit logiciel d'analyse syntaxique pour voir comment les différents chercheurs se positionnent, comment ils s'exprimaient, et on a trouvé que celui qui utilisait le moins le mot « je », c'était Sayad. Et dans une réponse, la première question que je lui ai posée, c'était sur son itinéraire individuel, et il m'a absolument pas répondu sur son enfance ou sur il en a parlé plus tard, mais il disait quelque chose de très intéressant. Il disait que ce soit dans la littérature classique ou dans la tradition de société qui donnait le primat au groupe, il est indécent de parler de soi. Et c'est une attitude d'honneur, c'est une question d'honneur de ne pas parler de soi. C'est de l'honneur et de l'élégance. Il disait il faut arriver à forcer la parole sur soi. Et ça, c'est une attitude à la limite acceptable. Je crois que ce soir, on a parlé de lui, il aurait été mécontent. C'est l'honneur de Abdelmalek Sayad parce qu'il force encore la parole. Pardon Abdelmalek Sayad, on a parlé de toi. Merci mesdames et messieurs encore. Merci.